Et si vous voulez bien, Pierre-Antoine, je vous passe la parole. Couchez dans un pacte, touchez-vous, voilà, c'est bien que tout soit bien. Merci beaucoup, Anne-Marie. Ravi d'être avec vous, avec ce dynamisme que l'on connaît depuis toujours. Ravi également d'être avec ceux qui sont en ligne, qui nous rejoindront de manière asynchrone, comme on dit. Puis, effectivement, je suis assez content, assez étonné d'être ici au sein d'Expo Protection, mais également très heureux de faire ce pas de côté pour vous partager un petit peu ce qui a émergé dans nos pratiques de données à l'intérieur d'un centre hospitalier universitaire qui effectivement produit et a l'ambition de réutiliser énormément de données. Alors. Donc on va parler données synthétiques, donc données, et puis comment en fait ces données peuvent être utilisées comme une innovation de rupture. Hein. Alors c'est un moyen, c'est pas une finalité en soi, mais c'est utilisable pour piloter les risques, pour la rigueur, la prédictivité, la confidentialité. Et donc on a plusieurs systèmes là-dedans. Et je vais vous montrer un petit peu comment juste deux mots, c'est que Pierre-Antoine refuse d'être présenté comme un grand innovateur, ce que pourtant il est, et donc je persiste et je signe, et on est très jaloux de ce que vous pouvez faire. C'est très gentil, bon, voilà, avec beaucoup d'interactions avec le monde public et le monde privé. Peut-être la première élément d'actualité que je voulais vous partager. Hop, voilà, avec donc c'est que effectivement vous l'avez mentionné Anne-Marie, bien est sorti très récemment et encore sous consultation publique une stratégie nationale des données de santé. Dans son axe 4, cette stratégie nationale des données de santé a pour ambition de faciliter et de simplifier l'utilisation des données. Effectivement, il n'est pas toujours facile d'avoir accès à ces données, donc cette consultation publique, elle amène un certain nombre de propositions. Et dans son point 9.3, elle fait émerger les données synthétiques. Alors, ce sujet qui était quasiment confidentiel ou un sujet un peu d'expert dans les années 2010-2020 devient aujourd'hui un enjeu absolument majeur dans l'accès aux données. Il y a beaucoup d'excellentes choses dans cette stratégie nationale. Et un mot que j'aime moins, et comme méthode, Anne-Marie m'avait proposé de reprendre un certain nombre de prises de position publiques, ou en tout cas sur certains mots. Voilà. Et là, cette notion de patrimoine national, elle pose un petit peu problème. Je m'en étais ému dans les colonnes du Figaro. Quand on pense patrimoine, vous pensez probablement à votre compte en banque, à votre banquier, peut-être au louis d'or qu'Anne-Marie a mis dans ses chaussettes et caché sous son matelas. On parle aussi beaucoup de production de données de santé. C'est vrai que ce sont des termes qui évoquent peut-être plus une production manufacturière, le domaine industriel. Or, on peut reprendre à son compte ce terme et se dire finalement, quand on parle de production à propos d'un objet immatériel, comme le sont finalement les données de santé, mais plus généralement les données, c'est peut-être une métaphore culturelle, artistique qu'il faut avoir. Donc si on est producteur de données de santé, c'est peut-être plus au sens cinématographique ou théâtral, comme on produit un opéra. Pourquoi ça? Parce que, en fait, il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup de compétences différentes qui sont mobilisées pour donner de la valeur à ces données. Donc c'est un peu la même chose quand on pense à un patrimoine des données de santé au travail, et plus généralement des données d'une entreprise. Il faut peut-être mieux penser qu'on est à la tête d'un catalogue de partitions qui pourrait être bien interprété, un catalogue de films qui pourrait être rediffusé, que de penser que vous avez un riche compte en banque. Donc, je vous interromps 30 secondes. C'est très important d'avoir cette pédagogie-là, parce que depuis longtemps, on parle de la propriété des données de santé, on incite en chacun à globalement s'asseoir dessus, comme ou les entités qui globalement les ont. Or, effectivement, d'abord, une donnée n'est vivante que si elle est utilisée, et de surcroît, il y a tout un ensemble d'acteurs qui concourent à ça. Merci de me préciser. Et à ce titre, alors plus encore l'enseignant que je suis, effectivement, il y a des métaphores qui sont bonnes et d'autres qui induisent en fait des réflexes un peu différents. Et de même, vous n'entendrez pas dans mon langage parler de vos données de santé ou de mes données de santé, même si le français est très possessif. Je dirais plutôt des données qui vous concernent. Et finalement, elles concernent chacun des patients que nous sommes, autant qu'elles concernent
le professionnel de santé qui les produit et qui révèle par là un peu l'intimité de sa pratique professionnelle. Deuxième actualité, bien, il ne vous aura pas échappé que la santé mentale et la prévention font partie des grandes causes nationales émises par le nouveau gouvernement. J'ai repris ici une capture d'écran du site web du ministère de la Santé. Et donc le développement de la prévention, du repérage précoce par la sensibilisation, la formation dans toutes les sphères de la société fait partie effectivement de ces priorités sur santé mentale et prévention. Donc, quand on parle de prévention, il s'agit d'anticiper, influencé peut-être par l'intelligence artificielle et ses algorithmes, et on peut penser à la notion de prédiction. Et en tout cas, pour faire ça, il faut des données, de la data et des modélisations. Et donc cette question de l'accessibilité des données, elle revient immédiatement sur le devant de la scène. De formation, vous l'avez pas dit Anne-Marie, mais en fait je suis plutôt spécialiste d'immunologie et de génétique. Et c'est un domaine où en fait ça fait très longtemps que on fait face à un déluge de données. Et il se trouve qu'au mois de mai dernier, toujours dans le journal Le Monde qui nous a ouvert ses colonnes, bien avec l'ensemble de mes collègues généticiens, on a regardé un petit peu les 20 dernières années, les 25 dernières années d'évolution de notre métier, quelles que soient nos disciplines de la génétique, que vous fassiez le conseil génétique pour un couple, que vous consultiez pour des familles, ou bien en cancérologie, ou bien plus en immunologie, en transplantation, en sclérose en plaques, comme c'est le cas pour moi, eh bien, nous sommes tous marqués par une chose. C'est finalement l'incertitude. Donc, on fait ce espèce de flashback, 20 ans en arrière, séquençage du génome humain. J'avais un poster dans ma chambre, quand en 2001, avec $1 milliard, on a séquencé le premier génome humain. Et puis, 25 ans plus tard, c'est quasiment devenu une commodité, quelque chose d'extrêmement facile à produire, pour quelques centaines d'euros. Et ce qui est patent dans l'exercice de la génétique que nous faisons, chacun dans nos disciplines, c'est finalement l'incertitude. Donc je trouvais que mettre en relief cette incertitude, alors qu'on a tenu un développement absolument fulgurant des technologies, c'est probablement extrêmement salutaire, intéressant, et surtout unanime à travers ces professionnels. Et plus osé, peut-être un peu facétieux, en faisant suivre cette tribune à un des collègues, je lui ai dit, tu verras, dans 20 ans, on verra la même chose de l'emballement à propos de l'IA. Et j'ai mené la blague un petit peu plus loin. J'ai pris le texte que nous avions écrit au mois de mai. J'ai littéralement remplacé le mot incertitude génétique par intelligence artificielle. Et puis, je trouvais que le texte finalement avait toujours énormément de sens. J'ai envoyé cette autopastiche à la journaliste qui nous avait accompagné. Elle a dit oui, c'est rigolo votre blague. Et puis on en a fait un deuxième article. C'est finalement le dernier paragraphe que j'ai ajouté qui est important. Le côté un petit peu boule de cristal pour se passer en 2044, j'aurais peut-être dû repousser un petit peu pour être sûr d'être à la retraite quand on pourra avoir demandé des comptes. En tout cas, la question qu'il y a derrière, c'est certainement le rapport aux technologies. Et finalement, que ce soit notre capacité d'accès à des données, notre capacité de calcul qui s'exprime dans l'intelligence artificielle, notre capacité à séquencer des génomes humains, bien finalement, la question posée par la relation à la technologie est la même. Et le pari que je prends avec vous aujourd'hui pour 2044, c'est qu'on va connaître un développement fulgurant de l'intelligence artificielle, particulièrement en santé, et pourtant, dans 20 ans, on accélère, on reconnaîtra l'importance, finalement, de l'interprétation du métier, du travail de l'expert généticien ou spécialiste de l'intelligence artificielle en santé pour interpréter, moduler, accompagner le patient et sa famille par rapport à sa prédiction. Justement, pour compléter ce que vous disiez là, c'est que on a effectivement l'impression, dans espèce d'emballement qu'on connaît depuis 18 mois sur le terme intelligence artificielle qui a pu marquer quelque chose, c'est qu'on revient finalement, alors on n'était pas là ou à peine en barboteuse, mais dans les années 60-70, avec l'intégration de l'informatique. Alors tout était informatique enrichie. Maintenant, ça ne viendrait plus à l'idée de personne d'utiliser vraiment ce type de terme. Et l'intelligence artificielle qui recoupe des choses extrêmement différentes, comme le traitement sur les données synthétiques. Ce qu'on verra cet après-midi, si vous êtes là à nouveau sur la computer vision et l'utilisation pour l'ergonomie augmentée,
Voilà, c'est ensemble des choses. Et je pense qu'on utilisera plus tellement, moi je suis d'accord avec vous, les termes qui paraîtra légèrement mignon et un peu ringard. Alors pour faire le grand écart entre la pratique que l'on a autour de la donnée dans un CHU et puis les enjeux de santé de travail, de prévention, il faut que je vous dise un petit peu quel est le sens de l'activité que j'ai développée au sein du CHU Nantes. Et donc j'ai créé un service d'un genre un peu nouveau qui s'appelle la clinique des données. Et comme son nom l'indique, eh bien la clinique des données, elle soigne non pas des patients, mais elle soigne les données qui sont générées par l'activité de soins à l'intérieur de l'établissement. Et notre rôle, l'équipe que je dirige, c'est finalement de travailler cette donnée, la mettre en qualité, comme un compositeur réinterpréterait une partition ou la réarrangerait, pour la mettre en qualité et la rendre finalement utilisable. Quelque part, lui donner une deuxième vie et développer des usages secondaires de ces données de santé. C'est-à-dire des usages qui peut-être n'avaient même pas été imaginés au moment où cette donnée a été produite et enregistrée. Le problème, c'est que les données, elles ne peuvent pas circuler librement. Ce sont des données personnelles de santé, elles touchent à l'intimité des patients. Hein, à ce titre-là, c'est un sous-ensemble de données sensibles. Elles rentrent dans des cadres juridiques très stricts, celui du règlement général sur la protection des données. Dans la salle à côté, mon collègue député Sylvie Platon évoquait toutes les réglementations européennes qui vont encadrer les usages de l'intelligence artificielle. Dans ce qu'on appelle des entrepôts de données de santé, qui sont un petit peu au cœur de cette collecte des données issues de l'activité de soins à la CHU, on a une équipe qui les réutilise, mais qui est selon une gouvernance qui est notamment position. On a beaucoup travaillé en bonne intelligence avec la CNIL pour se donner toutes les mesures pour que ces données soient réutilisées dans un cadre qui fournit des garanties. Elle fournit des garanties non seulement à l'ensemble des patients, plus de 3 millions pour les CHU de Nantes qui fournissent ces données. C'est également le cas pour les plus de 13 000 professionnels qui contribuent chacun à leur manière à cette activité de soins à l'intérieur de l'établissement. Et puis c'est aussi parfois la pression des institutions elles-mêmes, puisqu'à travers ces données, eh bien, nos parts de marché, si vous permettez d'exprimer ainsi, ou la manière dont le soin est prodigué est révélée. Donc, si je peux me permettre de compléter, en matière de santé travail, c'est pire. Parce que là, globalement, il y en a à peu près pas. Il y en a un tout petit peu maintenant, collectivement, il y a le DURP. Les données médicales en santé de travail, ça fait un bout de temps que théoriquement, ils devraient être officiellement reversés dans mon espace santé. Donc, il faudra attendre un certain temps pour que ça soit le cas. Mais quand même, ça bouge. Donc, effectivement, Anne-Marie, il y a probablement encore plus sensible que finalement des données de santé pour les patients qui viennent être soignés dans nos établissements. Il y a probablement des données de santé au travail qui révèlent non seulement les conditions d'exercice professionnel, mais aussi les conséquences pour la santé des patients. Bien, pour faire circuler ces données, puisqu'elles touchent à plusieurs activités, celles des patients, des professionnels de l'établissement, bien, la solution, c'est effectivement de trouver un moyen un peu intelligent de simuler des données mathématiquement pour qu'elles soient authentiquement anonymes. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas revenir à l'individu qui leur a donné naissance et qui garde une très haute valeur informatique. Alors, c'est l'objet d'une publication que vous avez signée l'an dernier dans Nature Digital Medicine, mais dont je me suis fait l'écho dans une tribune dans le journal éponyme pour dire finalement c'est une révolution qui s'annonce et qui est absolument transformante dans notre capacité à faire circuler dedans. Alors, pour bien comprendre, le plus simple était probablement de choisir un exemple. Et pour ne pas prendre un exemple en santé, j'ai choisi un exemple finalement encore plus simple, auquel on peut chacun se projeter. C'est l'exemple de l'attribution de primes au sein, par exemple, d'une université. Vous voyez ici des noms, des prénoms, des dates de naissance, des dates d'emploi. Ce sont typiquement des données employeurs avec des catégories, etc. Des notations qui ont été attribuées à mes collègues. Je précise évidemment que ces données sont simulées pour les besoins de la présentation. Ça me permet simplement d'insister sur le fait de ce que l'on appelle des données identifiantes. Eh bien, il y a des données directement identifiantes. Vous voyez, j'ai barré l'ensemble des noms, prénoms, dates de naissance. Voilà, ça, ce sont des données qui permettent directement
de retourner à l'individu, mais la partie en bleu n'est pas moins identifiante, puisque par combinaison d'informations, eh bien, on peut tout à fait réidentifier un individu. Donc la CNIL et la réglementation n'appellent pas ça. Il ne suffit pas d'avoir enlevé des noms, prénoms, date de naissance. Eh bien, il faut démontrer qu'on n'est pas capable de remonter à l'individu qui est concerné par cette ligne. Alors dans cette salle un peu disparate, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule femme avec un foulard orange et bleu. Eh bien, c'est Anne-Marie. Donc l'information femme, foulard, orange, bleu est une information directement identifiante. On appelle ça une information pseudonymisée, puisque par combinaison, il est possible de singulariser un individu, de faire des déductions à son propos. Alors, comment créer des données simulées à partir de ça, des données synthétiques? Eh bien, on aurait pu faire une démonstration en direct d'un logiciel qu'on utilise, qui est commercialisé par la société Octopise. Vous voyez, j'ai repris donc en bleu ces données pseudonymisées, ces données qui touchent à l'intimité de mes collègues, ils seraient indignés de ce que je montre les notations dont ils ont fait l'objet. Pour autant, c'est une information intéressante à partager. Par exemple, avec d'autres employeurs, pour comparer nos pratiques, pour comparer les progressions. Pour regarder, par exemple, l'impact d'un département, d'une activité sur ses étudiants ou d'une publication, par exemple. Alors, par exemple, pour regarder aussi la répartition des différentes composantes qui ont été prises en compte pour attribuer la prime. On a comme tradition de demander à plusieurs évaluateurs de tout à fait regarder la cohérence des notations qui ont été attribuées par chacun des évaluateurs, etc., etc. Donc je vais prendre ces données pseudonymisées, elles ressemblent à un fichier Excel avec 4 colonnes et N lignes. Je les charge dans le logiciel et donc la méthode que l'on a développée est une méthode très originale. Elle est assez orthogonale finalement à tout ce qu'on fait en intelligence artificielle. D'abord parce qu'on va chercher à créer de la différence pour protéger l'individu. Les techniques d'intelligence artificielle sont extrêmement fortes pour créer à très grande échelle du même. Là, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. On va chercher à créer de la différence parce que notre premier objectif, c'est de protéger la vie privée, je vais dire des patients, vous pouvez dire de vos salariés, de vos fournisseurs, des médecins, etc. Et deuxième petite innovation dans cette méthode, je ne trouverai pas dans une formule mathématique, même si j'en suis évidemment bien tenté, en fait on va faire un modèle local. On va prendre chaque individu est unique. On pourrait prendre Anne-Marie encore qui va se prêter à l'exercice, elle est finalement une ligne dans ce jeu de données. On va utiliser les autres lignes qui lui ressemblent le plus, au sens mathématique, prenons-en 10 par exemple, et donc on va créer un modèle privé à usage unique qui va être utilisé que pour Anne-Marie, une fois, pour faire ce qu'on appelle un avatar de Anne-Marie. C'est-à-dire une simulation qui est issue d'un modèle privé à usage unique, qui a été fait à partir des 10 personnes ressemblant le plus à Anne-Marie. On ne sait même pas si Anne-Marie, l'observation d'Anne-Marie est dans ce jeu de données. Donc en faisant cette simulation, on va faire un tirage aléatoire, et on va être suffisamment éloigné de Anne-Marie pour ne pas pouvoir y remonter, et finalement pas, puisqu'on a fait un modèle local, peut-être pas suffisamment éloigné pour qu'on ait perdu de l'information. Et mieux encore, puisque je sais que cet avatar a été créé pour Anne-Marie avec ce modèle privé, eh bien je vais pouvoir en rendre compte, je vais avoir des méthodes de sécurité, c'est finalement ce qu'exigent les autorités réglementaires, c'est-à-dire que l'on partage des données en conscience, en ayant notre capacité à les documenter. Vous voyez, donc là, c'est une opération qui se fait en quelques secondes. Pour chaque individu représenté par un nuage de points gris sur les observations sensibles, je vais pouvoir faire un point vert, c'est sa simulation. Vous voyez que les nuages de points se recouvrent sans pour autant que vous soyez capable, même graphiquement, de relier un point vert à un point gris. Et qu'il y a potentiellement des simulations qui sont plus proches d'Anne-Marie que la simulation que l'on a fait à partir de la ligne d'Anne-Marie. Donc on a, de ce point de vue-là, finalement, on a des métriques qui nous permettent de garantir le respect de sa ligne. Et bien ça a une conséquence absolument énorme. C'est que ces simulations mathématiques, puisque l'on peut prouver la distance que l'on a mis entre les données originales et les données réelles, eh bien, elles sortent du domaine du règne des données personnelles. Elles sortent ce ne sont plus des données personnelles, ce sont des données anonymes au sens où nous avons qualifié l'incapacité à remonter. Donc la CNIL finalement n'a même plus à se prononcer, en tout cas sur le caractère
de rupture du respect qui est dû à la vie privée de chacun des patients, peut-être s'interroger sur d'autres choses, y compris sur certaines formes d'usage. Mais plus encore dans notre cas, et je me targue d'avoir associé le logo de Force ouvrière et du MEDEF sur la diapositive, en fait, ce ne sont plus des données qui permettent de fliquer un salarié ou de pointer du doigt un employeur. On a géré un niveau de sensibilité de données, en particulier vis-à-vis des salariés. On aurait pu mettre l'ensemble des autres forces syndicales, patronales et salariés sur cette diapositive. En tout cas, on produit un jeu de données qui a exactement la même forme, hein, le même nombre de colonnes, les mêmes variables, le même nombre d'observations, sans pour autant qu'on soit capable de les relier. Juste une parenthèse de 30 secondes là-dessus. Vous voyez l'intérêt, pour l'instant, putatif potentiel en matière de santé au travail. Si vous avez, par exemple, une population dans un secteur donné qui est sensible à des TMS, à des cancers professionnels ou autres, on peut, à quel point on va pouvoir fonder des politiques de prévention collective et générale sur une cible bien particulière, je vais dire les femmes de plus de 45 ans de tel secteur d'activité, de façon tout à fait fondée, mais encore une fois sans révéler nullement l'identité de personnes similaires là-dessus. C'est vraiment une chose importante. Pardon, Vérita. Donc voilà, les données, hein, elles sont totalement indiscernables des données originales synthétiques que je vous ai présentées tout à l'heure. Finalement, ces données synthétiques anonymes, ces avatars produits avec le logiciel de la société Octopies. Alors, je vous ai mis plusieurs métaphores, vous prendrez celle que vous voudrez. On vend désormais plus de Coca zéro que de Coca-Cola avec du sucre. Bien demain, on utilisera davantage de données synthétiques anonymes que de données personnelles de santé. Je peux même penser que les enfants, nos petits-enfants seront choqués de voir à quel point, dans la santé, mais plus largement dans la mobilité, les transports, les banques, etc., on utilisait des données qui touchent à notre intimité, voilà, dans tous les secteurs de la société. Il est possible que les gens se rapprochent de plus en plus. Vous avez un grand spécialiste international de ce type de données, Camille Gartner, et qui, dans leur projection, pense que globalement, d'ici 2-3 ans, on sera à 60-70% d'utilisation de données synthétiques et non plus de données réelles. Alors, vous l'avez compris, je préfère la métaphore cinématographique, hein, et vous vous souvenez peut-être que dans certains feuilletons, vous avez cet avertissement. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé, des faits réels ou supposés, n'est que fortuite. Eh bien, c'est exactement ce que l'on a industrialisé dans nos pratiques de gestion des données. Il n'y a aucune raison, finalement, que je fasse courir un risque de réidentification à des données de mon patient, de mon salarié, de mon fournisseur, pour créer de la valeur à partir des données. De manière un peu plus sérieuse, et je vais emprunter, je me suis inspiré pour cette diapositive de travaux d'Éric Boucher, de Crève-Cœur et de Estelle Jacquemart chez Octopies. On a finalement des données personnelles qui sont générées par l'ensemble de nos activités, celles d'un CHU comme celles d'une entreprise. Il est légitime d'utiliser des données personnelles sensibles quand l'application qui en est faite, quand le bénéficiaire direct, eh bien, c'est la personne elle-même. C'est un usage personnel de données personnelles. Pour tous les autres cas, eh bien, on a des données pseudonymisées dans un cadre relativement restreint. Mais plus encore, on est capable, grâce aux technologies, de s'affranchir de ce risque pour la vie privée, de certains niveaux de sensibilité. On peut penser à d'autres niveaux et d'autres secteurs d'activité. Eh bien, on veut sortir du champ du RGPD avec des données non personnelles. Et ce sont des données, finalement, qui sont un foyer extraordinaire de valeurs sociétales, de valeurs que l'on peut partager pour les autres. Donc la valeur, elle est vraiment avec la Alors, pour vous dire quelques mots quand même de comment j'utilise ces technologies dans ma propre recherche. Voilà, je suis un spécialiste plutôt de la sclérose en plaques, à la fois de la génétique et des algorithmes qui nous permettent de faire de prendre de meilleures décisions pour les patients atteints de sclérose en plaques. Et dans ça, c'est un exemple de logiciel que nous développons dans mon équipe. Pour la première fois, eh bien, on peut prendre les données d'un patient individuel et aller chercher dans une base de données de référence les informations qui vont nous permettre de comparer les stratégies thérapeutiques. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce sont des données qui, jusqu'à présent, n'étaient absolument pas accessibles, si ce n'est à travers les textes des publications scientifiques que peut-être votre neurologue aura lu et mémorisé. Eh bien, là, en partant des spécificités d'un patient,
on va aller chercher un sous-ensemble de patients, y compris dans les essais cliniques issus de l'industrie pharmaceutique, pour finalement calculer des statistiques assez simples, des probabilités d'évolution à 1 an, à 2 ans, sous la molécule A, sous la molécule B, et on peut le comparer. Le médecin peut finalement rendre visible et palpable le raisonnement qu'il faisait autrefois sur la base de sa mémoire et de son expérience. Et vous imaginez bien que pour que les entreprises de médicaments nous autorisent à avoir accès à ces données qui finalement n'ont été montrées que à la FDA et à l'Agence européenne du médicament lors de l'autorisation sur le mise du marché, il y a un des outils que l'on a utilisé. Eh bien, c'est exactement le même schéma que je vous ai proposé tout à l'heure à partir de mon exemple. Je prends des données d'essais cliniques de deux sociétés qui ont joué le jeu avec nous, qui sont la société Merck et la société Biogen. Des données que par ailleurs nous récoltons à l'échelle nationale sur la sclérose en plaques. Eh bien, ces données elles ressemblent un peu à des fichiers Excel. Eh bien, je vais faire des simulations pour chacun des patients en étant suffisamment loin pour ne pas réidentifier les patients mais pas suffisamment loin pour te donner perte de la valeur. Et là encore, je sors ces données du règle du RGPD, je suis en capacité de créer de la valeur directement au bénéfice des patients. Et nous le faisons donc en leur montrant, en leur servant sur un plateau, des données qui les concernent directement. Je crois que ça, c'est certainement l'avenir et rendu possible, en tout cas beaucoup plus facile, par des données synthétiques de type Avatar. En guise de conclusion, je voudrais vous proposer une espèce d'introspection graphique qui a été quelque part mon cheminement à propos de ces fameuses données synthétiques anonymes. Étant responsable de l'entrepôt de données du CHU de Nantes, étant responsable de plus de 200 projets qui potentiellement vont faire sortir des données de l'établissement pour des intérêts de recherche au sens le plus large possible, ma responsabilité première, c'est le respect de la confidentialité qui est due à chacun des patients. Alors, vous l'avez dit, je ne suis pas médecin, mais je fais prononcer le serment d'Hippocrate, et à chaque fois, avec beaucoup d'émotion, les étudiants disent admis dans l'intimité des foyers, je tairai les secrets qui me seront confiés. Eh bien, au cœur de nos pratiques, y compris quand elles sont numériques, eh bien, il y a l'enjeu absolument impératif de préserver la vie privée des patients. Donc, mon point de départ, il est nécessairement cette question de la confidentialité. C'est peut-être un impératif éthique. Je respecte d'abord l'intimité de mes patients, comme dans le serment d'Hippocrate. C'est vrai aussi pour mes collègues. Ces données, elles disent quelque chose de leur activité et de la manière, des conditions dans lesquelles ils les conduisent. Une fois qu'on a réglé cette question, le deuxième, et quand on ne sait pas trop à quoi les données vont être utilisées, on va être très attaché à ce que les données, elles représentent la réalité. Ce qu'on appelle un peu pompeusement la vérisimilitude des données. C'est juste ce qu'elles ressemblent à des vraies données. Et ça préserve le potentiel des données pour n'importe quel usage, et ceux que je ne suis ni capable d'imaginer, encore moins de formuler. Et à l'inverse, très souvent, on sait quel est le foyer de valeur des données. Quand vous circulez sur Internet, quand vous faites sur un achat en ligne, eh bien, c'est finalement la décision d'achat qui est extrêmement importante. Eh bien, on peut augmenter les jeux de données, on peut les biaiser, on peut les rééquilibrer en dogfiles, quand on sait exactement à quoi ils vont être utilisés. Et donc finalement, on est un peu tiraillé entre cette question de la confidentialité, de la représentativité, et quand on sait exactement à quoi les données vont être utilisées, y compris pour protéger les salariés, eh bien, on peut enrichir ces jeux de données pour améliorer les apprentissages qui peuvent être faits avec des algorithmes d'intelligence artificielle ou des algorithmes tout court. Et à la fin, c'est la société qui est gagnante, puisqu'on va créer de la confiance dans les données et plus de transparence. C'est pourquoi, avec la clinique des données, avec l'intervention d'aujourd'hui, je crois que la data peut être placée au centre du dialogue social et de la prévention. Et pour ça, il faut faire une utilisation de technologies comme celle que le Cercle Entreprise et Santé m'a permis de vous présenter aujourd'hui. Et sur ce, je voulais vous remercier beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Avec un micro, mais en gros, voilà, la question est là. Merci à toi.